Attention, certains propos tenus dans cette vidéo peuvent heurter votre sensibilité. Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. Océane, Oui. nous accueillons Nanou. C'est ça, Tana Nanou, plus précisément sur les réseaux sociaux. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir, Nanou. Bonsoir. Comment ça va, Nanou ? Ça va, merci, et vous tous ? Ça va très bien. Ça va pas mal. Super. Ça va pas mal. Ça va. Alors, pour te présenter un petit peu, Nanou, tu es thanatopractrice. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste ton métier. Un métier qui est en lien avec la mort. Et justement, pour briser quelques tabous et pour faire connaître un peu mieux ton métier, tu es très présente sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, Tana-du-8 Nanou. Oui. T'es quand même suivi par 130 000, un peu plus même, 131 000 personnes. Donc, ça montre que ça intéresse les gens. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton métier ? Alors, donc le métier de thanatopracteur, en fait, il consiste à plusieurs choses. D'abord, on va effectuer les soins de conservation sur les défunts, mais pas que. On fait aussi des toilettes toutes simples, des toilettes mortuaires. On fait des retraites de pacemaker. On fait de la reconstruction lors d'accidents, etc. Donc ça, c'est des soins un peu plus complexes. Et on fait aussi des soins pour les départs internationaux. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Ensuite, qu'est-ce qu'un soin de conservation ? Évidemment, un soin de conservation, en fait, on va injecter par le système artériel un liquide à base de formol qui va avoir un pouvoir conservateur et qui va, si vous voulez, limiter, réduire le phénomène de décomposition. Voilà, il va vraiment l'affecter, donc l'arrêter pour un certain temps. Pas pour tout le temps, puisqu'après il reprendra derrière, mais voilà, c'est ça, c'est le ralentir. Alors, comment t'en es venu à vouloir faire ce métier, si c'est pas trop indiscret quand est-ce que ça t'est venu, justement ? C'est la question qu'on se posait, ouais. Ouais, moi j'ai perdu mon papa très jeune, à l'âge de 7 ans, d'un accident de moto. Et du coup, j'ai pas pu assister à ses obsèques. Donc, en tant qu'enfant, dans mon deuil, j'ai été amputée d'une grosse partie. Et j'ai toujours, du coup, eu ce rapport à la mort dans ma vie qui était très particulier, puisque j'essayais de comprendre, de me dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les gens meurent vraiment ? Parce que pendant tout un temps, il faut savoir, quand on ampute un enfant de ce genre de choses, dans le cerveau, on va s'imaginer une multitude de choses. Ça peut même aller jusqu'à se dire qu'en fait son parent était pas heureux dans sa propre vie et que du coup il est parti faire une autre vie ailleurs. Donc on va sans cesse chercher des réponses. Et puis finalement, moi je me suis construite un peu autour de ça. Et sans avoir fait les études que j'ai fait de thanatopracteur, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas mariée, je n'aurais pas d'enfants, parce que j'aurais eu cette peur constante de l'abandon. Donc finalement, mon métier a aussi apporté énormément dans ma vie. De toute façon, en règle générale, je pense que pour arriver à des métiers du funéraire, c'est parce qu'on a déjà une histoire de vie avec la mort qui est déjà particulière. Alors, ces réponses que tu as cherchées tout au long de ton enfance, on imagine que du coup certaines familles les cherchent également. Est-ce que tu arrives, alors est-ce qu'il y a vraiment de réponses, on ne sait pas, mais est-ce que tu arrives à leur donner des éléments justement, à les rassurer ? C'est quoi ton lien justement avec les familles des défunts ? Alors nous, on les voit très peu. Mais par contre, du coup, par les réseaux, je parle avec beaucoup d'entre eux. Et quand bien même je les vois, et je les vois dans les cas justement de grosses reconstructions. Donc ça veut dire de mort brutale, d'accidentés, etc. Et c'est à ce moment-là que je vais donner des consignes très particulières. Et alors mes équipes funéraires avec qui je travaille, les conseillers, etc., préfèrent que je le fasse moi. Parce que je vais vraiment m'assurer que les personnes ont entendu ce que je vais dire. Déjà, c'est un moment très traumatique pour eux. Donc, il faut absolument s'assurer que les consignes qu'on va laisser, elles sont entendues et intégrées pour justement qu'il n'y ait pas un problème supplémentaire pendant le temps de la veillée du défunt. Donc, à ce moment-là, quand je les rencontre, c'est assez particulier comme moment, en fait. C'est des moments où finalement on rentre dans leur intimité par obligation parce qu'on n'a pas le choix.
et où eux sont obligés de nous accepter dans leur intimité aussi. Donc c'est vraiment des moments très très particuliers. Et justement, c'est pas trop compliqué à gérer émotionnellement parlant si on est trop sensible, hypersensible. Comment ça se passe? Parce que bon, il faut avoir de la compassion, évidemment, sinon je pense qu'on ne peut pas faire ce métier, mais si on en a trop, peut-être qu'on peut se noyer également dans les émotions. Comment tu gères ça justement? Alors moi, c'est vraiment l'expérience qui a fait que je peux vous en parler comme ça au jour d'aujourd'hui. Je pense simplement que déjà, leur douleur n'est pas la nôtre. Donc, on n'est pas légitime d'avoir mal avec eux. Ce défunt-là, on le connaît pas, il nous appartient pas, c'est pas notre histoire. Donc, moi, je suis quelqu'un de très, très hypersensible. Ah, en plus, c'est fou. Oui. Et c'est pas trop compliqué, du coup, pour toi? Ça l'est encore parfois, mais je ne m'autorise à avoir et à finalement extérioriser mes émotions qu'une fois que je suis dans ma voiture et que je suis sortie de l'endroit où je suis avec les familles. Alors, il y a parfois des moments où on ne sait pas se contrôler, parce qu'une émotion, évidemment, elle n'est pas... On peut pas forcément la retarder, on peut pas la maîtriser, ouais. Bien sûr. Ouais. Mais en tous les cas, j'essaye au maximum de me dire à chaque fois dans ma tête, tu es là en tant que professionnel, toi, tu n'as pas le droit de t'écrouler avec eux. Voilà. Donc il y a parfois des moments, et je me rappelle notamment d'une fois où je n'ai absolument pas pu me contrôler, donc mes larmes ont coulé, mais j'ai tout de suite j'ai repris mes esprits, j'ai un peu toussé comme ça sur le côté pour vider ce que j'avais à vider sur le moment et puis pouvoir me ressaisir et être de nouveau là en tant que professionnel, quoi. Alors, métier compliqué, évidemment, mais... Comment on devient aussi? Comment, voilà, bah ouais. Carrément, j'allais y venir. Comment on devient thanatopracteur? Alors, comment on devient thanatopracteur? En fait, il y a des écoles en France qui vont préparer à ce métier. Alors, jusqu'alors, c'était des écoles de thanatopracteurs. Au jour d'aujourd'hui, on peut plus dire que ce sont des prépas au concours théorique national. Chaque année, au mois de janvier, il y a un concours national qui est basé sur de la théorie. Donc c'est ce que ces écoles vont enseigner. Et c'est un concours qui est sur numerus clausus. Donc en général, il y a 65 places pour 350 inscrits. Donc si on réussit la première étape, qui est la théorie, dans ces cas-là, on peut passer sur la partie suivante, qui est la partie pratique, où là, on va suivre un maître de stage pendant un temps minimum de 6 mois à peu près. D'accord. Et voilà. Comment ça se passe nos premiers instants lorsqu'on se retrouve face à un corps qui est sans vie? Comment ça se passe dans les débuts? Comment tu te sens à ce moment-là? Comment tu gères les choses? Ouais, voilà. Alors moi, je dois vous avouer que d'abord, avant de rentrer à l'école, on est obligé d'assister à des observations puisque les écoles nous y obligent et c'est très bien comme ça. Donc moi, le premier soin auquel j'ai assisté, c'était encore pas en tant qu'étudiante, c'était vraiment simplement pour voir le métier. Et moi, j'attendais ça avec impatience parce que je m'étais dit, et c'est là maintenant que je vais savoir si je suis vraiment à ma place ou pas, ou si je me suis trompée. Et vraiment, moi, ce soin, je l'ai vécu comme quelque chose d'extraordinaire. Je me suis trouvée extrêmement chanceuse déjà d'être là. J'ai partagé 1h à 1h30 avec ce monsieur qui m'avait autorisé à venir le voir et je suis ressortie de là, j'ai appelé ma mère, je me souviens, en lui disant c'est sûr, je me suis pas trompée, c'est ça que je veux faire. Donc moi je garde aucun traumatisme de ça, vraiment c'est quelque chose pour moi qui a été la validation de ma décision. Alors il y a un mot important quand même, c'est traumatisme. On parlait justement de la façon dont tu gères les émotions, tout ça. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique justement pour toutes les personnes qui travaillent dans le funéraire? Aucun, parce qu'en plus il faut savoir qu'on n'est pas considéré comme professionnel de santé. Donc on n'a pas les mêmes accès, déjà que ce soit à ce genre de suivi, ou par exemple pendant la pandémie, on n'avait pas droit à tout le matériel médical des équipements professionnels individuels. Ah mince. Mais et du coup c'est un combat que vous menez? Est-ce que on est en bonne voie ou pas du tout? On en est où là justement? On se bat, mais je dois vous avouer que je sais pas trop où on se situe en vérité. Il y a une partie de moi qui a espoir et qui se dit ça avance dans le bon sens, et une partie de moi qui me dit on n'est pas assez nombreux à se battre en fait.
Alors dans tous Ouais. les cas, votre profession elle est là, elle existe et on va se concentrer là-dessus justement. Est-ce qu'on peut, par exemple, alors j'imagine que toutes les situations sont différentes, mais on vous appelle, enfin je sais pas trop comment ça se passe. D'ailleurs tu vas nous le dire un peu plus. Yes. On t'appelle pour un nouveau défunt. Comment ça se passe à partir de là en fait, quand tu rencontres un nouveau défunt, si on peut dire ça comme ça en tout cas. Ouais, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors en fait, en général, donc c'est les pompes funèbres qui me téléphonent pour me dire voilà, il va y avoir un soin à tel endroit. Est-ce que tu peux intervenir, enfin en tout cas à quel horaire? Et dans ces cas-là, moi je donne l'horaire parce que je suis à mon compte, hein, sinon c'est mon employeur qui me donnerait cet horaire-là. D'accord. Voilà, à la suite de ça, du coup, je me rends sur les lieux de l'intervention et puis j'interviens vraiment pour les pompes funèbres, donc soit en chambre funéraire, soit en chambre mortuaire sur les centres hospitaliers. D'accord. Donc et ensuite tu vas à la rencontre, si je peux dire ça comme ça, de ce nouveau défunt. Tu le prends en charge. Alors qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu le prends en charge justement? Alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où je le prends en charge? En fait, c'est-à-dire que d'abord, il va y avoir la rencontre. Hein, parce que, effectivement, on va prendre en charge ce défunt. On n'aura pas forcément son histoire complète, en tout cas. Vous n'avez On va pas savoir forcément à peu près les ce qui causes lui est. de la mort? Vous les connaissez? Non, on les a que vraiment si ça va être une grosse intervention, parce que les clients, donc qui sont les pompes funèbres, eux savent que si on met plus de temps, il faudra qu'on prévoie derrière de dire aux autres personnes qui attendent notre intervention, on ne sera pas là avant telle heure, voilà. Donc si c'est vraiment quelque chose avec du matériel qu'on doit préparer spécialement, etc., on le saura. Sinon, c'est très rare qu'on le sache. Donc en fait, c'est au moment de la rencontre avec ce défunt, on va savoir exactement, on n'est pas légiste, on n'est pas des médecins. Avec l'expérience, c'est vrai qu'on arrive quand même à savoir quelles ont pu être les causes du décès, en tous les cas, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des Donc choses... à partir de ce moment-là, on va faire, Ah, pardon, on va allez-y. faire une espèce d'analyse du défunt dans son entièreté. Ça veut dire, est-ce qu'il a des rougeurs à un endroit? Est-ce qu'il a des plaies à un endroit? Enfin, toutes ces choses-là, on va les analyser. Et à partir de là, on va savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme traitement. Nico? Oui, justement, moi je me pose une question. Est-ce qu'il y a des méthodes qui évoluent avec le temps? Parce que c'est un métier qui existe depuis très longtemps. Et est-ce que chaque année ou à une certaine période, est-ce qu'il y a des choses qui changent, des nouvelles techniques peut-être? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et d'ailleurs, on en revient à quelque chose de très intéressant. Notre profession à double titre est en péril puisque pour 2024, l'Europe a décidé d'interdire le formol. Le formol, c'est le fameux produit malheureusement. Et Ouais. pourquoi ça? Voilà. Pourquoi il Pour l'interdit? des questions d'environnement, etc., je pense. Hein. Donc, le problème, c'est que déjà, il n'y a pas que nous comme profession qui sommes atteintes. Hein. Il y a les anatomopathologistes, il y a les médecins légistes, mais eux, ils ont un ordre puisqu'ils sont professions de santé, donc ils vont pouvoir se battre pour obtenir un report. Nous, on n'en a pas. Sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun produit sans formol qui ait les mêmes propriétés que le formol. Donc ça veut dire que si vraiment on nous interdit de travailler avec ce produit-là, il y a des familles qui ne pourront plus revoir leurs défunts en fait. Ah oui, quand même. Ah oui. Il y aura des Ah grosses oui. conséquences Oui, en fait ouais, au c'est un final. énorme impact derrière. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a des défunts sur lesquels on pourra trouver quand même quelque chose qui va marcher, mais genre pour 2-3 jours. Et on a parfois des délais beaucoup plus longs. Les reconstructions qu'on fait pour les personnes accidentées nécessitent absolument un traitement avec le formol, parce que sinon on ne peut pas travailler nous derrière. Donc voilà, tout ça fait que c'est délicat pour C'est une nous course parfois contre la d'envisager montre, quoi. l'avenir sereinement, quoi. Ouais, tout à fait. J'imagine qu'il doit y avoir des choses, on doit avoir des choses qui doivent nous marquer. Hein. C'est vrai, on a du mal un petit peu à poser la question parce que c'est vrai que ça peut être parfois assez confidentiel. Est-ce qu'il y a des moments sans forcément... Non, il faut pas. Est-ce que il y a des moments où on se retrouve, même pour vous qui faites ça tous les jours, est-ce qu'on peut être choqué par ce que l'on voit devant nous? Est-ce qu'il y a des moments où, même si, parce que je pense que
vous devez être extrêmement forte pour réussir à faire ce métier donc tous les jours. Il y a des moments où quand même on prend une claque quand même. Voilà, c'est ça, ouais. Personnellement, non. Après, effectivement, ce que l'on voit, un être humain n'est pas censé le voir. Donc, c'est vrai qu'on a, je pense, dans notre inconscient, cette épée de Damoclès qui tire sur notre santé mentale, sans en avoir pleinement conscience. Est-ce que c'est peut-être aussi à ce moment-là une dissociation que fait notre cerveau? Mais c'est vraiment comme, et j'en ai parlé avec beaucoup de mes confrères, c'est comme si à ce moment-là on était dans une bulle, on est là, on doit faire le taf, et finalement on ne doit rien d'autre laisser nous atteindre, quoi. Donc évidemment il y a des choses que je vois et que je verrai encore qui censément devraient me choquer, et pourtant ça ne me choque pas. Il y a des automatismes qui doivent protéger au quotidien, j'imagine, dans ce métier. Et est-ce que ça vous est arrivé de côtoyer, ou peut-être d'avoir l'inexpliqué, comment dire, est-ce que c'est arrivé peut-être quelquefois que lors de votre métier, il y ait quelque chose qui se passe peut-être, que vous ne puissiez pas expliquer? Est-ce que c'est arrivé? Oui, ça arrive quand même. C'est-à-dire que, en fait, jusque-là, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si je parlais aux défunts ou pas. Et au plus j'ai avancé dans les réseaux sociaux, et au plus c'est une question qui revenait régulièrement. Est-ce que tu parles à tes défunts? Donc forcément, j'ai dû me poser la question. Et j'ai dû m'analyser finalement pendant que je travaillais pour faire attention à ça. Effectivement, je leur parle. Et c'est vrai que parfois, il y a des soins de conservation où on se dit là, ça va pas se passer correctement, en tout cas comme on l'attend. Ça va être un peu plus compliqué, donc on leur parle et on leur dit est-ce que vous voulez bien m'aider? Et finalement, ça passe, quoi. Donc ce genre de choses-là, c'est vrai que c'est inexplicable. Mais après, je suis pas une personne à faire attention à tout ce qui se passe autour de moi pendant que je travaille. Donc peut-être qu'il se passe des choses, mais que je ne le vois pas. Quelque chose, alors que vous êtes dans votre bulle, qui se serait passé. C'est ça. D'accord. Est-ce que ton métier a changé du coup ta conception, ta relation avec la mort? Est-ce que tu crois peut-être à un au-delà ou pas du tout? Est-ce que au contraire ça a un petit peu rationalisé le truc? C'est quoi ta vision là-dessus? Alors j'étais, je pense, quelqu'un qui avait peur de la mort. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas peur de la mort. Enfin, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur de la façon dont je vais mourir. Et ce qui m'angoisse le plus finalement aussi, comme je le dis toujours, c'est que je sais ce qui attend mes proches. Je connais cette douleur. Donc c'est plutôt pour eux en fait que j'ai peur, et que je me dis si demain il m'arrivait quelque chose là maintenant, ça détruirait leur vie en fait. Donc comme on a pleinement conscience de ça, effectivement c'est un peu plus... C'est une façon de penser qui est différente. Pour moi la mort c'est une fin en soi, c'est pas quelque chose qui pourrait avoir un aspect mystique, ou c'est une fin. De quoi on ne sait pas, mais en tout cas c'est la fin de quelque chose. Et ça fait partie de la vie, puisqu'on sait très bien qu'à partir du moment où on est, on meurt. Donc on va tous y passer. Et c'est vrai que quand on se questionne sur le quand ou comment, c'est là où, je pense que c'est là où les angoisses, elles arrivent vraiment. Ouais, parce qu'on sait que ça va arriver, mais on ne saura jamais quand ni comment, sauf au moment où ça va arriver, bien entendu. Et derrière, qu'est-ce qui vous a poussé à partir sur les réseaux sociaux pour parler de ce métier, de votre métier? Ah oui. Alors ça, c'est complètement fou. En fait, moi déjà à la base, je n'aime pas les réseaux sociaux. Ah, donc, ça se voit. Excusez-moi. Pas de souci. Mais en fait, je suis une grande passionnée de moulage, et notamment de moulage mortuaire. Et ça depuis que j'exerce mon métier. D'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui. Et je suis allée faire un stage l'année dernière, et je me suis dit, mais quand même, c'est pas possible. Pourquoi on nous en demande si peu? Et en discutant avec quelques confrères qui font du moulage, parce que on est quand même assez rare,
ils m'ont dit mais tu comprends, les pompes funèbres n'en parlent pas, donc les gens ne connaissent pas. Finalement, en évoluant dans le temps, les gens ont oublié que ça existait parce que le moulage mortuaire existe depuis la nuit des temps. Hein. Ouais, Les gisants au Moyen-Âge, ce genre de choses. Exactement. Et du coup, moi, ça m'a travaillé toute la nuit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme solution pour toucher un maximum de personnes en un minimum de temps? Et la réponse a été les réseaux sociaux. Du coup, le lendemain, j'ai publié une vidéo d'un moulage que j'avais fait sur une personne vivante en poudre de bronze. Oui, parce que je ne publie jamais, que ce soit pour le moulage, jamais de moulage de défunts. Ça, c'est quelque chose. Je montre des exemples sur des vivants, quoi. Et du coup, j'ai posté cette vidéo, donc j'étais vraiment, j'avais les chocottes, hein, parce que je sais la haine parfois que attisent les réseaux. Mais comme je montrais pas ma tête, j'étais plutôt sereine en me disant, si cette vidéo, elle reçoit des insultes, je n'aurais qu'à la supprimer finalement. C'est ça. Et en fait, j'ai fait 600 000 vues sur cette vidéo. J'ai eu, je sais plus le nombre de commentaires, mais surtout ce qui m'a interpellée, c'est tous les gens qui disaient, si j'avais su. J'ai pas su que ça existait avant. Et là, je me suis dit, ok, la vidéo, elle a fait le travail, quoi. C'est-à-dire qu'elle a touché 600 000 personnes en quelques secondes, quoi, puisque la vidéo faisait 8 secondes. Hein. Et en fait, déjà là, j'avais des questions. Et je me suis dit, t'as deux choix. Hein. Soit tu arrêtes, tu retires ta vidéo et tu vas pas plus loin. Soit tu commences à répondre aux gens. Mais du coup, tu vas te montrer, quoi. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Alors ce compte, il est là justement pour vulgariser un peu et pour montrer ce qu'est le travail d'un thanatopracteur, mais c'est là aussi pour donner des conseils. J'ai vu pas mal de tes vidéos où tu donnes des conseils à plein de personnes et notamment aux soignants par exemple, comment s'occuper d'un mort dans les EHPAD ou quoi que ce soit. Pourquoi justement tu avais envie de partager ces conseils ? Alors déjà parce que je pense que les gens, ils nous voient de façon hostile, hein, parce que très souvent, quand on lit des commentaires sur des choses qui sont passées par le funéraire, c'est des charlatans, c'est des gens qui sont là que pour l'argent, etc. Et moi, ça fait déjà des années dans ma vie que je me bats pour l'information, parce que justement, c'est en toute connaissance de cause que les gens peuvent se rendre compte que c'est faux. Donc, informer les gens, pour moi, c'est ultra méga important. C'est pas pour ça que je vais montrer des vidéos chocs. Enfin, on n'a pas besoin de ça pour expliquer quelque chose. Je veux dire, un gynécologue, il va pas montrer la vidéo de son auscultation pour expliquer son métier. Donc, du coup, moi, je pense que par les mots, on peut expliquer énormément de choses, on peut apporter énormément de choses et en recevoir aussi. Et c'est vrai que cette information, elle est importante déjà pour expliquer les métiers du funéraire en règle générale, parce que je parle du mien, mais je parle de nouveaux métiers aussi qui arrivent dans le funéraire, comme les funeral planners, les palliatothérapeutes. C'est des professions qui sont en train de monter et qui n'existaient pas jusque-là. Donc tout ça pour libérer la parole autour du deuil aussi, parce que trop de gens s'enferment dans le silence, et c'est vrai qu'il y a des vidéos où ils se libèrent de quelque chose et puis finalement ils sont soutenus par d'autres abonnés, ils échangent entre eux, parfois même je sais qu'ils ouvrent des conversations entre eux pour parler, se soutenir, et ça leur fait énormément de bien. Donc voilà, c'est vrai que pour moi c'est important d'informer les gens, parce que quand on ne sait pas, c'est là où on s'imagine n'importe quoi. Alors justement, il y a des conseils, il y a de l'information, et puis j'ai vu cette petite vidéo très touchante que tu as postée il y a pas longtemps. Tu es retombé sur une lettre d'une femme, je crois, ou enfin je ne sais plus, t'as pas donné l'identité, mais en tout cas qui te remerciait, justement, comme quoi ça marche en fait, parce que tu veux montrer une belle image de ton métier, qui est un beau métier, il faut le dire, et ça avait marché, puisque cette femme-là, à la base, elle pensait, comme beaucoup de personnes, que c'était un métier de charlatan. Justement, est-ce que tu peux revenir là-dessus, et est-ce que on peut savoir s'il y a d'autres familles avec lesquelles tu es resté en contact, sans donner forcément leur histoire, mais est-ce que ça peut arriver ? Ça arrive, oui, ça arrive. Et d'ailleurs, une fois, ça m'est arrivé d'être chez une amie et une personne a sonné à la porte, et c'était un proche d'un défunt que j'avais fait lors d'un truc assez traumatique. Et je me suis retrouvée là,
Donc j'étais dans le cadre de ma vie privée face à cette femme qui savait très bien qui j'étais. Et ça a été une situation pour moi vraiment c'est déstabilisant, ouais. Ah oui, parce que là, du coup, finalement, c'est eux qui rentrent dans ton intimité à toi. Hein. Donc, Oui, pour le coup. voilà, pour le coup, c'est quelque chose auquel t'es pas prêt. Donc, tout ça, toutes ces choses, ces contacts que j'ai parfois encore avec les personnes, parce que même maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que il y a des abonnés qui savent où je me situe en France. Donc, ils savent très bien que ils sont localisés dans mon secteur et ils savent très bien que ça va très vite, pour qui je travaille, pour qui je ne travaille pas. De ce fait-là, j'ai quand même déjà reçu des messages en me disant « Je sais que c'est toi qui t'es occupé de papi, mamie, tata, tonton et je te remercie. » Donc ces gens-là sont venus m'écrire directement parce qu'ils savaient très bien que c'était moi qui allais intervenir, quoi. À quel point justement c'est important ce que tu fais en fait pour dans le processus du deuil, à quel point c'est important de reconstruire un défunt, de le mettre un peu plus en valeur justement. Quelle place, quel rôle ça joue dans le deuil? Quel rôle ça joue? Alors je dirais que déjà ça évite un traumatisme supplémentaire. Voilà. C'est-à-dire que cette dernière image, ça va être une de celles qui va faire 50% du chemin de deuil pour les endeuillés. Donc, on a deux catégories de personnes. Hein. On a ceux qui vivent ce moment-là justement avec un soin de conservation où ça va très bien se passer, même si parfois il y a quand même des couacs, parce que ça reste des êtres humains, même s'ils sont décédés et que c'est des choses qu'on ne peut quand même pas contrôler à 100%. Et il y a les personnes qui auront choisi de dire non, nous ne voulons pas de soins de conservation. Ils vont arriver le lendemain et qui visuellement vont vivre quelque chose d'effroyable. Donc, ces deux personnes-là, en chemin de deuil, au niveau vraiment charge mentale, elles ne vont déjà pas partir de la même façon. C'est là qu'on perçoit l'importance de ce métier finalement. Oui. Oui, et surtout pour... Alors c'est vrai que j'ai remarqué pour les grosses reconstructions que j'ai faites. C'est-à-dire que là, par contre, les gens savent de quoi est décédé leurs proches. Quand c'est des suicides par balle, quand c'est des accidents de voiture, ils le savent. Donc déjà, leur cerveau va s'imaginer quelque chose. Et finalement, quand ils vont arriver derrière notre travail, ils vont avoir qu'une seule obsession. Parfois, c'est ça qui est contradictoire, c'est de se dire mais non, mais on voit plus rien en fait. Mais qu'est-ce qu'il a eu alors? Donc c'est pour ça que c'est aussi très important ce moment qu'on va avoir avec la famille, parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont nous dire mais attendez, normalement il aurait dû avoir un truc énorme ici, il aurait dû être ouvert là, et on ne voit plus rien. Et c'est là que nous, en tant que professionnels, on est capable de leur donner les réponses ils attendent finalement, hein, parce que si une personne pose une question, c'est qu'ils attendent une réponse. Et en travaillant sur les défunts, vous travaillez finalement aussi sur la famille, quoi, et sur leur processus de deuil. Ah ben, carrément, il y a une émission qui s'appelle Le Grand Oral. Il y a un jeune homme qui est maître de cérémonie qui est passé là et qui a dit une phrase très juste qui a résonné en moi. Je me suis dit, waouh, j'aurais pu écrire ce truc-là. Nous, on travaille pour l'âme des vivants, en fait. En tout cas, ce métier, il est passionnant, fascinant et à la fois très important, évidemment. Et tu le mets véritablement en valeur sur tes réseaux sociaux. Le compte TikTok, c'est le principal, Tana-du-8 Nanou. Donc Tana avec un H, hein, T-H-A-N-A. Vraiment, allez la suivre. Tu as un compte Instagram également et vous aurez toutes les réponses. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. On a appris Merci beaucoup de beaucoup. choses et puis apprendre à découvrir ce métier, c'était très enrichissant en tout cas. Et puis merci d'être passé dans notre émission du Showtime sur Open Sky. Merci à vous, merci beaucoup.